sommes la Fauconnerie des Fonds d'Or. Nous sommes basés dans le Gard, à l'Est. Et durant les vacances d'avril et les vacances d'été, nous venons vous faire partager notre passion des rapaces et vous sensibiliser un petit peu à cet oiseau majestueux. Donc, déjà, alors il y a quelques enfants. Donc, les enfants, déjà, est-ce que vous connaissez la différence entre un oiseau diurne et un oiseau nocturne? Ouais. Oui. Et diurne, évidemment, le jour. On va donc débuter avec les oiseaux diurnes. Et dans les oiseaux diurnes, eh bien, nous avons là encore deux catégories. Nous avons les oiseaux de bas vol et les oiseaux de haut vol. Ça ne signifie absolument pas qu'il y en a qui volent plus haut que d'autres. C'est simplement qu'ils ont des techniques de chasse différentes. Nous allons débuter donc avec les oiseaux de bas vol. Donc eux, ils ont une morphologie et une voilure qui va leur permettre de se mouvoir très facilement entre les branches. Ce sont des oiseaux qui vont voler en forêt, en garrigue, en sous-bois. Sur le point de Jean-Michel, vous avez une buse de Harris péruvienne. Donc, comme son nom l'indique, elle vit au Pérou. Sur le point d'Aurore, une buse de Harris mexicaine. Donc, ce sont toutes les deux des Harris, mais avec des sous-espèces différentes. Donc, vous avez là des formes. C'est ainsi que l'on va nommer la femelle chez le rapace. Le mâle, on va l'appeler tiercelé, tout simplement parce qu'il fait un tiers de moins que la femelle. C'est valable pour tous les rapaces, sauf pour deux espèces, le condor des Andes et le messager sagittaire, qu'on appelle également le serpentaire. La buse de Harris, eh bien, c'est un rapace grégaire, ça signifie qu'il vit en groupe. En règle générale, en groupe de 3 individus. On va retrouver très souvent une forme et deux tiercelés, une femelle et deux mâles. Le tiercelé alpha, le tiercelé bêta. Le tiercelé bêta, eh bien, c'est celui qui va être là en surveillance de la femelle, du nid, des œufs, des oisillons. L'alpha, quant à lui, c'est celui qui va avoir le privilège de pouvoir cocher la femelle, donc de pouvoir se reproduire. Lorsqu'arrive un prédateur, un danger, eh bien c'est le bêta qui va partir à l'attaque en premier. S'il ne suffit pas, l'alpha va venir le seconder, et si besoin est, la femelle viendra également à la rescousse. Si lors de l'attaque, l'alpha se fait tuer, eh bien c'est le bêta qui prendra sa place, et un nouvel individu, bêta, intégrera le trio. La buse de Harris, c'est un oiseau que l'on va utiliser à la chasse au vol et avec laquelle on va pouvoir chasser de la plume et du poil. Et dans le poil, on va pouvoir chasser du lapin et éventuellement avec une forme du petit lièvre. Alors, quelques petits mots quand même d'histoire en ce qui concerne la fauconnerie. Donc, la fauconnerie, c'est un art ancestral qui a puisé sa source véritablement sur les hauts plateaux d'Asie centrale. Et ce sont les peuples nomades, ce sont les peuples mongols, kazakhs, kirghizes, qui donc les premiers ont réussi à capturer des rapaces en milieu naturel pour pouvoir les affêter. Donc affêter, c'est ce que vous allez appeler dresser. En fauconnerie, on ne parle pas de dressage, mais d'affêtage. Donc ils les ont capturés pour pouvoir bien évidemment s'en servir à la chasse. Au fur et à mesure des temps, avec les grandes invasions nordiques, eh bien, la fauconnerie est arrivée dans nos contrées et elle a vraiment connu son apogée sous le règne de Louis XIII, qui était un roi absolument passionné de rapaces. Il possédait une fauconnerie d'environ 300 oiseaux, divisés en 6 équipages différents selon le type de chasse, selon le type de gibier qu'il souhaitait chasser. Bien évidemment, pour s'occuper de ces oiseaux, il avait des serviteurs. Et à cette époque, eh bien, il ne faisait pas forcément bon être fauconnier du roi, puisque si jamais par malheur le fauconnier arrivait à la fauconnerie avec un oiseau blessé ou pire tué, eh bien il avait le choix plutôt, entre deux sanctions. La première, on la connaît toujours, c'est de payer une amende en monnaie sonnante et trébuchante. La seconde, eh bien, c'était de payer de sa propre chair. On lui prélevait alors 7 onces de chair. Ce
qui équivaut à peu près à 200 grammes. Il avait le droit du lieu de prélèvement, donc il pouvait choisir la jambe, le bras, le ventre, c'est lui qui décidait. Évidemment, comme à cette époque, les serviteurs étaient des gens peu armentés, très souvent, eh bien, ils choisissaient le prélèvement de chair, et les conditions d'asepsie n'étant pas ce qu'elles sont aujourd'hui, eh bien, ça gangrénait et le pauvre homme mourait dans d'atroces souffrances. On a vu les oiseaux de bas vol et on va donc voir maintenant les oiseaux de haut vol. Les oiseaux de haut vol, eh bien, ce sont principalement les faucons, qui, eux, vont avoir une voilure qui va leur permettre de chasser essentiellement en plaine, dans des endroits parfaitement dégagés. Contrairement à l'oiseau de bas vol, qui, lui, va partir d'un point fixe à l'attaque et va tuer sa proie avec ses serres, eh bien, le faucon, lui, va partir du ciel à l'attaque. Il va, pour ce faire, monter très très haut dans le ciel, et lorsqu'il aura repéré sa proie, il va effectuer un piqué, et il va venir buffeter sa proie, c'est-à-dire qu'il va venir la percuter avec son bréchet. Alors pour ceux qui ne savent pas, le bréchet, vous prenez un poulet, l'os qui sépare les deux blancs de poulet, c'est le bréchet. Il va donc venir percuter cette proie avec le bréchet, ça va avoir pour effet de la déstabiliser, il va donc ensuite la saisir dans ses serres et lui briser les cervicales avec son bec, et plus précisément, regardez quand le faucon passe à côté de vous, avec une petite excroissance qu'il a sur le côté du bec, petite excroissance triangulaire, que l'on va nommer la dent. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le record de vitesse de piqué atteint par le faucon pèlerin? Non, personne? Donc, le faucon pèlerin a été enregistré à 370 km/h en vitesse de piqué, donc en descente. Donc, il est bien évident que pour réussir à supporter une telle vitesse, eh bien, il faut qu'il soit pourvu d'un appareillage assez spécifique, sinon, avec la pression, il imploserait. Regardez quand les faucons passent à côté de vous, à l'intérieur de leurs narines, ils ont des petits points, des petites pointes, que l'on va nommer des frelons. Ces frelons, en fait, vont agir comme des clapets. Les oiseaux ont des os pneumatiques, c'est-à-dire qu'ils ont des os creux pour permettre une certaine légèreté, et ils sont munis de 4 paires de sacs aériens. Ce sont des petites poches dans lesquelles l'air va suivre un circuit bien précis. Dès l'instant où le faucon va entamer son piqué, eh bien, les clapets des frelons vont donc se refermer et l'oiseau va faire sa descente en autonomie complète avec l'air qu'il aura accumulé dans ses sacs aériens. Ce qui lui permettra bien évidemment de ne pas imploser avec la pression de l'air. Donc, redoutable arme de chasse. Et d'ailleurs, les premiers avions de chasse ont été calqués sur les faucons. Donc, sur le point de Jean-Mi, vous avez un faucon sacre, originaire d'Afrique du Nord. Sur le point d'Aurore, un petit faucon cresserelle américain. Donc, on le voit ici, le faucon cresserelle, mais c'est le faucon cresserelle européen. Vous le reconnaissez très aisément, puisqu'il fait ce qu'on appelle le vol du Saint-Esprit. Il fait du surplace lorsqu'il voit sa proie. Le faucon cresserelle européen, qu'on a dans nos contrées, fait à peu près le double de celui-ci. Là, vous avez un tiercelet qui pèse 90 grammes. C'est un oiseau adulte qui a 2 ans. On ne se fie pas à sa taille. C'est, je pense, un des plus teigneux de ce que l'on a à la fauconnerie. Sa proie préférée, c'est Jean-Michel. Voilà. Regardez également le faucon. Vous avez 2 espèces de moustaches noires qui descendent des yeux. Eh bien, elles ne sont pas là pour faire joli. En vérité, le faucon est un des rares oiseaux à pouvoir voler face au soleil. Et ces 2 traits noirs vont lui permettre de réduire la luminosité, de ne pas être aveuglé par le soleil. C'est beau, hein? Je suis d'accord avec vous. Nous avons donc vu les oiseaux diurnes. Et nous allons passer aux oiseaux nocturnes. Là encore, 2 catégories. Les nocturnes stricts et les crépusculaires. Tous les hiboux sont des crépusculaires, toutes les chouettes sont des oiseaux nocturnes. Est-ce que quelqu'un peut me donner la différence entre le hibou et la chouette? Je sais faire
races différentes. Il y en a qui ont des oreilles extérieures. C'est deux races différentes. Il y en a qui ont des oreilles. Alors effectivement, déjà pour commencer, ce sont deux espèces différentes. Voilà. Le hibou n'est absolument pas le mari de la chouette. Non, non. Il y a des hiboux mâles, des hiboux femelles, des chouettes mâles, des chouettes femelles. Tous les hiboux sont dotés d'aigrettes, ce que vous appelez les oreilles, situées sur le dessus de leur crâne. Ces aigrettes, qui ne sont absolument pas des oreilles, sont simplement des petits plumeaux qui vont permettre à l'oiseau non seulement de définir un petit peu son humeur, mais également d'impressionner l'adversaire. Lorsque le hibou sent un danger, eh bien, il va redresser ses oreilles sur le dessus de sa tête, il va écarter ses ailes et gonfler son plumage jusqu'à arriver au triple de volume. Sur le point d'Aurore, vous avez donc le hibou grand-duc européen que l'on a dans nos contrées. Donc là, elle lui redresse les oreilles. Les oreilles. Voilà. Les aigrettes. Autre différence chez le hibou et chez la chouette. Observez-les bien. Qu'est-ce que vous pouvez constater comme différence? Les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Il est beau. Gros est sorti celui-là, non? Alors oui, évidemment, il a des yeux plus gros, c'est normal, il est lui-même plus gros. Donc la dame, elle a donné un indice, ça concerne les yeux. Alors les enfants, qu'est-ce qui se passe là avec les yeux? Quelle est la différence entre les yeux du hibou, là, et les yeux de cette chouette? Les yeux noirs. Les pupilles. Exactement. Les pupilles. La chouette est un animal nocturne, elle a donc des yeux noirs. Toutes les chouettes ont les yeux noirs, à part quelques chouettes nordiques, qui elles vont avoir des yeux jaunes pour leur permettre de voir avec la neige. Tous les hiboux ont des yeux jaunes ou oranges, et les hiboux sont donc des animaux crépusculaires. Donc la majeure partie de leur activité se situe le matin au lever du jour et le soir à la tombée de la nuit. Et entre ces deux périodes, eh bien, le hibou va avoir des moments d'éveil et des moments de sommeil. Observez les cerfs du hibou grand-duc européen. C'est grâce à cela qu'il va pouvoir tuer ses proies. Le grand-duc européen possède une pression dans ses cerfs d'environ 180 kg au centimètre carré. L'aigle royal, quant à lui, va posséder une pression de 300 kg au centimètre carré. Un homme adulte va supporter sur son avant-bras, avant qu'il ne se brise, une pression de 120 kg au centimètre carré. Il signifie donc, vous l'aurez compris, que le hibou grand-duc peut aisément vous briser un os. Vous voyez qu'il tourne sa tête à 180 degrés. Alors les enfants, à votre avis, pourquoi il arrive à tourner sa tête autant? Est-ce que quelqu'un le sait? Vas-y. C'est parce qu'il a un long cou. Alors ça a un rapport avec le cou. Effectivement. Nous tournons notre tête à 90 degrés. Nous avons 7 vertèbres cervicales. Ils tournent leur tête à 180 degrés et ils possèdent 14 vertèbres cervicales. Regardez la chouette effraie quand elle passe à côté de vous. Ce disque facial en forme de cœur, qui est vraiment très beau, mais qui n'est pas là, bien évidemment, pour faire beau. Ce disque facial, en fait, agit comme une parabole. Les oreilles des nocturnes et des crépusculaires, situées sur le côté de leur crâne, sont situées à une hauteur différente l'une de l'autre. La nuit, les sons vont venir se réverber sur le disque facial, sur la parabole, pour être ensuite distribués aux oreilles. Et la différence de hauteur des orifices auriculaires va simplement permettre à l'animal d'appréhender la distance qui le sépare de sa proie. Vous avez vu la chouette effraie, qu'on appelle dame blanche, qu'on appelle effraie des clochers. Celle que vous avez vue là, c'est celle que vous allez pouvoir voir, la couleur en tous les cas de celle que vous allez pouvoir voir en milieu naturel. Cette chouette effraie qui au Moyen-Âge a connu un triste sort, puisqu'on disait que les oiseaux de nuit portaient malheur,
On les clouait sur les portes des fermes en pensant que si le malheur s'approchait de la demeure, il ne pourrait pas traverser l'oiseau et donc ne pourrait pas s'abattre sur la demeure. Bien évidemment, ce ne sont que des fausses croyances, mais qui malheureusement, dans certaines contrées reculées, persistent encore. On a vu donc la chouette effraie type sauvage, comme on l'appelle, au niveau de la couleur. Il faut savoir que plus on va descendre vers les pays nordiques, plus l'oiseau va être clair. Plus on va monter vers le sud, plus l'oiseau va être foncé. Et bien, à force de marier du clair avec du clair, des naissances claires avec des naissances claires, on va obtenir une phase blanche. À l'inverse, en mariant du foncé avec du foncé, au fur et à mesure des générations, on va obtenir une phase noire. La blanche n'est absolument pas albinos. Ça n'est pas du tout un manque de mélanine, c'est simplement une couleur obtenue avec différents mariages. Alors, quand la petite chouette va voler, écoutez bien son vol. Et on en parlera ensuite. Jean-Mi ? Alors on pourrait me dire, oui mais là elle est en train de nous dire que c'est nocturne et elle est parfaitement réveillée. Effectivement, nous pratiquons ce que l'on appelle l'élevage à la main. Nous avons des couples reproducteurs et lorsqu'ils pondent, eh bien nous prélevons les œufs, nous les mettons en couveuse et ensuite nous devenons les parents. Dans la première semaine de vie de nos oiseaux nocturnes, nous leur changeons le cycle de manière à les faire passer de nocturne à crépusculaire. C'est exactement la même chose que vous, quand vous travaillez la nuit, eh bien vous avez une modification de votre cycle. C'est exactement pareil. Est-ce que vous entendez quelque chose quand elles volent? Rien. Non. Ça relève tout simplement de la morphologie de leur plume. Vous prenez une plume, vous avez l'axe central, et puis vous avez les différentes petites barbules qui vont donc constituer cette plume. Chez l'oiseau de nuit, chaque barbule se termine par un petit crochet qui va la relier à la barbule suivante, de manière à ce que l'air ne passe pas et rende l'oiseau totalement inaudible. Ça fait de l'air. Tu as quelque chose à dire? Alors, on a parlé un petit peu d'histoire de la fauconnerie. On sait que la fauconnerie a donc connu son apogée sous Louis XIII. Et puis ensuite, eh bien, à l'apparition des armes à feu, revirement de situation. Le faucon, le rapace que l'on vénérait, on le considère nuisible. On appelle les rapaces des ignobles. Et, eh bien, il n'y a plus que quelques personnes privilégiées qui possèdent encore le droit d'en détenir. Et encore, pas de n'importe quelle manière. Le roi, l'empereur, le prince, lui, va avoir le droit à l'aigle. Ou éventuellement au gros faucon, faucon gerfaut. La damoiselle aura droit au faucon émerillon ou au faucon pucerelle. Le curé, quant à lui, qui à l'époque avait une place importante dans la société, avait le droit à la buse. Il aura fallu attendre 1954 pour qu'une association se crée, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle l'ANFA, l'Association nationale des fauconniers et des eaux-toursiers, qui s'est créée dans le but non seulement de protéger les rapaces, mais également de redonner ses lettres de noblesse à la fauconnerie. Il aura également ensuite fallu attendre les années 70 pour que la Convention de Washington voie le jour. Elle est aujourd'hui ratifiée par 171 pays et c'est elle qui permet à notre ère que soient protégés la faune, la flore, les minéraux, les végétaux. En novembre 2010, après des années de bataille, eh bien, la fauconnerie est reconnue à l'UNESCO
comme patrimoine culturel immatériel en tant que l'art de la fauconnerie. Évidemment que tous les rapaces sont protégés. Tous les animaux que vous voyez en parc zoologique sont forcément issus de deuxième génération, c'est-à-dire que leurs parents sont également nés en captivité. Chaque individu a une obligation de marquage par bague ou par puce électronique. Bon, s'il y en a qui veulent essayer, hein. Il n'y a pas de candidat? Personne n'a envie de mettre le gant et de rappeler la chouette? Ah oui, hein? Alors, main gauche. Pourquoi main gauche? Eh bien, tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, la fauconnerie se pratiquait essentiellement à cheval. On tenait les rênes en main droite et notre oiseau à main gauche. Et c'est resté. Vu que t'es tout en marron, je sais pas si elle... Alors le rapace, bien évidemment, est un carnivore strict, à part quelques petits oiseaux comme celui-ci qui va être insectivore. Donc ça mange évidemment de la viande crue. Là, ils sont nourris avec du poussin. Mère, Le matin, là, mère. le réveil, non. Non. Ouais, oui, toi. Allez, Blanco. Allez, qui veut tester? D'autres questions? Est-ce qu'il migre certains rapaces? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Là, en ce moment, on a le petit duc qui arrive. Le petit duc qui fait la taille de ma main. Et à partir de septembre, il va repartir, par exemple, au Sahel. D'accord. Mais Voilà. il reste ici. Alors, il va rester... Non, en règle générale, le petit duc ne va pas rester ici. Non, mais d'autres rapaces qui restent depuis l'année. Ah oui, bien sûr, il y a des rapaces qui sont sédentaires. Les bus, par exemple, ne sont pas migratrices. Hein. D'accord. Le Milan est un migrateur. Voilà. Oui, Aurore, elle a quelques oiseaux à elle, mais bizarrement, c'est tous des têtes. Mais voilà, en fait, on est quand même pas mal autodidacte. Et ça veut dire que n'importe qui, on ne prend pas un oiseau comme ça. Alors, on ne prend pas un oiseau comme ça. Alors déjà, pour la raison très très simple que bien évidemment la détention est extrêmement réglementée, fort heureusement. Donc en fait, vous avez deux solutions. Soit vous voulez détenir un nombre restreint d'espèces et un nombre restreint d'oiseaux, vous avez le droit jusqu'à 6 rapaces, avec certaines espèces autorisées, avec ce qu'on appelle un agrément de chasse au vol. On va vous autoriser à détenir dans le but de chasser. Ce n'est pas dans le but d'avoir un oiseau en agrément, d'accord? Dans le but de chasser. Vous allez avoir le droit de détenir de la buse, du faucon. En nocturne, enfin en crépusculaire, vous aurez le droit de détenir un hibou grand-duc européen, ça s'arrêtera là. Dans ce cas-là, c'est stage chez un fauconnier capacitaire. Et ensuite, on monte un dossier d'agrément de chasse au vol. Et l'administration a 2 mois pour vous répondre oui ou non. Et donc, vous serez limité à 6 rapaces. Et vous ne pourrez faire que cela, c'est-à-dire que vous ne pourrez faire que de la chasse au vol. Vous n'aurez pas le droit de faire, d'aller vous balader dans la rue avec, par exemple. Ça s'apparente à de la démonstration publique. Soit après, vous avez envie d'avoir d'autres espèces d'oiseaux ou d'avoir plus d'oiseaux que les 6, ou vous avez envie de reproduire, dans ce cas-là, il va falloir avoir 3 ans d'expérience avec un fauconnier capacitaire. On va monter ce qu'on appelle un dossier de capacité, et c'est un mémoire, et on va passer devant une commission, et là on va pouvoir passer un certificat de capacité d'élevage. Soit ensuite on veut faire comme nous, c'est-à-dire de la démonstration publique. Donc là c'est 5 ans d'expérience avec un fauconnier capacitaire, on remonte un autre mémoire,
et on passe dans une commission à Paris pour pouvoir l'obtenir. Voilà. Donc évidemment que plus on veut monter dans les échelons, plus c'est compliqué. Dès l'instant où vous êtes capacitaire, vous êtes considéré expert. Donc il faut que vous connaissiez quand même normalement sur le bout des doigts les choses dont vous parlez et la législation. Voilà. Donc voilà. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de fauconniers. On voit, nous, très fréquemment des gens qui viennent en stage chez nous et qui nous disent « Ah bon, mais en fait, je peux avoir un rapace parce que je me suis déjà renseignée, on m'a dit que c'était complètement impossible. » La fauconnerie, c'est un petit peu une caste fermée. Et c'est vraiment dommage parce qu'à la base, on est quand même là pour faire partager une passion. Nous, s'il n'y a personne qui nous avait donné l'opportunité un jour d'espérer pouvoir avoir des rapaces, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc voilà, il faut le savoir. Si vous êtes passionné, si vous avez envie, oui, vous avez le droit, avec un permis de chasse et un agrément de chasse au vol, de détenir un rapace, de pouvoir faire de la chasse au vol. Après, bien évidemment, il faut être conscient que c'est tous les jours, quoi. On a un animal sauvage, déjà, pour commencer. Il lui faut des bonnes installations, etc. Et il lui faut voler au quotidien, enfin voilà. Mais c'est quelque chose qui est accessible. Donc voilà, que tout un chacun fasse attention au rapace en milieu naturel. Et je vous dis aussi que ce sont les peuples nomades qui les premiers ont capturé des rapaces. Les Mongols aujourd'hui, ils continuent d'aller déserrer des aigles. Donc ils partent dans les nids d'aigles, dans les airs, et ils vont en règle générale trouver une forme, une femelle de moins d'1 an. Donc déjà, il faut être sacrément couillu pour aller dans une aire d'aigle, parce qu'ils seront cartonnés par les parents et c'est violent, quoi. Cet aigle-là, une fois qu'ils l'ont récupéré, ils vont l'armer, c'est-à-dire qu'ils vont lui mettre des bracelets et des jets, et ils vont le faire vivre avec eux. Ils vont l'aimer, quand on pratique la fauconnerie par passion, on aime nos oiseaux comme vous pouvez aimer votre chien. Le Mongol va aimer son aigle comme vous pouvez aimer votre chien. Il va vivre avec lui, il va partager son quotidien et il va l'utiliser pour la chasse. En étant hyper respectueux de la proie qu'il va chasser, parce que par exemple une maman suitée ou une femelle pleine, ils ne vont jamais envoyer leur aigle dessus. L'aigle royal, c'est un oiseau qui est mature sexuel à 5 ans. Eh bien le Mongol, dans la 5e année de son aigle, va faire une cérémonie, va couper les bracelets de son oiseau et va lui rendre sa liberté, de manière à ce que cet individu puisse trouver un partenaire et se reproduire. Et ça, je trouve que c'est magnifique, parce que eux, ils ne seront jamais en pénurie d'aigles. Alors qu'il n'y a absolument aucune législation mise en place pour la protection, ils sont tellement respectueux de la nature qu'ils savent emprunter, utiliser, et ensuite redonner à la nature pour qu'elle se perpétue. Et nous qui sommes un peuple civilisé, on est absolument incapable de le faire. Il nous faut des lois pour protéger. Et ça, c'est vraiment dommage. Est-ce que dans votre région, vous avez des subventions Non. Parce qu'on a ressenti avec la dame qui s'occupait des loups, c'est qu'il y a limité. Mais non, on n'a rien. Vous avez rien. Non seulement on n'a pas de subvention, mais en plus, Paquita, celle qui est partie en boîte, la ville de Harris par exemple, c'est un oiseau de saisie. D'accord? C'est un oiseau qui a été détenu illégalement. Donc on m'a appelé et on m'a demandé si j'acceptais de détenir l'oiseau en saisie conservatoire. Une saisie conservatoire dure environ 1 an. C'est le temps qu'il faut pour que la personne passe en procès. Et au terme de cette année, on va donc savoir si la personne a le droit de se régulariser ou si au contraire on ne lui donne pas ce droit-là et que par conséquent la saisie conservatoire devient en fait une saisie définitive et l'oiseau nous est attribué. Donc on sait qu'on va garder l'oiseau pendant 1 an à nos frais, que ce soit nourriture ou frais vétérinaires, sans avoir le droit de s'en servir. Mais on sait aussi qu'on risque de devoir le rendre. Ça, c'est à nos frais. Libre à nous d'accepter ou non la saisie, mais c'est à nos frais. Non, on n'a absolument aucune subvention. C'est un pari, quoi. Oui. C'est fou, ouais. Oui. Quand c'est comme ça, on se dit juste, voilà, est-ce que j'ai
Une volière de libre, oui, non. Point barre. Ça s'arrête là. Nous, on a eu la chance que Paquita, ensuite, la saisie se soit transformée en définitive. Mais on aurait très bien pu le dire au terme de l'année, on lui a autorisé à se régulariser et donc vous lui rendez l'oiseau. Oui, mais lui, de l'autre côté, il ne doit pas indemniser quand vous avez eu le... Jamais. Ça va pas. Jamais. Ça peut pas marcher comme ça. Enfin, C'est malheureusement pour ça qu'il y en a beaucoup qui refusent des saisies conservatoires. il doit avoir une grosse amende, mais ça va pas pour, ça va pas pour l'animal, quoi. En un an, l'oiseau, il s'attache à vous, vous attachez à lui. Ah oui, en plus. Donc il doit être malheureux ça, après. Bien sûr, mais il y a tout en fait qui entre en compte. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est clair. Malheureusement, c'est le système qui fait qu'il leur faut 1 an pour que l'affaire passe devant le tribunal. Il faut savoir quand même que ça relève du pénal. Hein. Lorsqu'on détient illégalement, c'est du pénal. Vous braquez une banque, vous ne risquez pas plus que de détenir un animal de faune sauvage illégalement. C'est du pénal. Le vétérinaire spécialisé, ça inclut. Nous, l'année dernière, on a racheté un lot d'oiseaux maltraités. On a racheté donc les 6 oiseaux pour les sortir de là où ils étaient. Le lendemain, on en avait 4 en opération. Ça nous a coûté une blinde. Il n'y a pas de subvention pour ça. Hein. Si j'avais acheté les oiseaux sains à la base, ça m'aurait coûté moins cher. Ouais. Et vous avez des associations qui vous aident par contre à côté ou Non. plus? D'accord. Non. On a même, nous, par exemple, été relais pour des centres de sauvegarde. Donc, c'est-à-dire qu'on est habilité à aller récupérer un animal qui a été trouvé par un particulier, à faire les premiers soins et ensuite ramener au centre. C'est tout à nos frais. L'essence, le temps, les médicaments utilisés, c'est tout à nos frais. Il faut être capacitaire, il faut avoir des structures pour pouvoir accueillir, il faut avoir les moyens de le faire, les médicaments ça coûte cher. Voilà, c'est. Ouais, mais on voit bien quand on a les capacités, je vois que par rapport à ce qu'on a visité, quand vous avez un manque d'effectifs et qu'il n'y a pas d'argent à côté, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ça. Le département, je sais pas, Mais bien sûr. général. Là, vous êtes en plus dans un truc qui est complètement aberrant. Vous savez que le parc, là, donc, il va y avoir des travaux qui vont être faits. Regardez la même vidéo, parce qu'il y a eu l'inauguration, la pose de la première pierre la semaine dernière. Vous avez la directrice du département qui dit des choses qui sont complètement incohérentes par rapport à l'objectif premier d'un parc qui est là pour la préservation de l'espèce et pour œuvrer dans la préservation de l'espèce. Donc allez le voir, mettez des commentaires, c'est quand même vachement important. Malheureusement, quand on est face à des structures comme ça qui n'appartiennent pas à des particuliers passionnés mais qui appartiennent à des régions ou à des départements, tout est politique. Il n'y a plus que la politique en ligne de compte. On n'est plus véritablement dans une optique de préservation, de bien-être animal, etc. Et malheureusement, vous avez des personnes capacitaires, comme Audrey et Sylvain, qui sont pieds et poings liés et qui peuvent rien faire, qui ne sont pas écoutés. Voilà. Donc ça, C'est grave. Oui. Oui, très grave. Très grave. Parce que le but premier, la fonction première, que ce soit un parc zoologique, que ce soit un parc affecté à une espèce en priorité, la fonction première d'un parc zoologique, c'est la préservation de l'espèce et la participation à des programmes de réintroduction en milieu naturel. Il faut savoir que chaque parc zoologique, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est chaque parc zoologique a une obligation de participer à des programmes de réintroduction en milieu naturel ou de reverser une partie des bénéfices à des associations de sauvegarde animale, etc. Donc c'est la fonction première d'un parc. Le parc, sa fonction première, c'est pas d'ouvrir au public pour qu'ils viennent voir. Vous êtes là pour permettre Que ça au fonctionne parc bien. de financer les besoins de l'animal. Mais de bien fonctionner. C'est tout. Vous n'êtes pas là à la base. Le but, il n'est pas de vous faire plaisir pour que vous veniez voir les autres.
pour que vous veniez voir des animaux Ouais. derrière des barreaux ou dans des enclos. Le but, il est d'avoir de l'argent qu'on ne trouve pas, justement avec l'État, etc., pour pouvoir préserver. S'il n'y avait pas de parc zoologique, il n'y aurait plus de rhinocéros blanc. Il aurait disparu, le rhinocéros blanc. Voilà. Non, puis le calcul est mal fait de toute façon par les politiques, parce que il y a quand même une histoire dans cette région par rapport à la baie du Gévaudan, etc., qui est axée sur le loup, qui fait venir du tourisme. Donc un parc comme ça, même ça peut faire venir du tourisme pour préserver les races et tout. Donc le calcul est complètement mal fait. Le tourisme amène de l'argent forcément dans une région. Donc c'est aberrant, quoi. C'est une mauvaise gestion départementale incohérente, quoi. Oui, complètement incohérent. Complètement incohérent. Quel dommage. Vraiment. C'est triste. Qu'est-ce qu'elle lui fait là? Elle graisse. Elle graisse ses chaussures. Ah, mais c'est bien. Et vous avez un site où on peut suivre justement tout ce qui est reproduction, tout ce qui Alors, est... très sincèrement, oui, j'ai un site internet. Je m'en occupe pas. On n'a pas le temps. Ben oui, c'est ça. Donc, ni je mets notre calendrier de sortie, ni Aurore sur Facebook, Fauconnerie Gryffondor, GRI2FONDOR sur Facebook. On a un gamin, quel âge il avait quand il est venu la première fois Clément 11 ans. 11 ans. Voilà, on a un gamin qui habite pas loin de la maison, qui est venu faire un stage un jour à la maison, puis le gamin, on l'a vu passionné, et du coup, on lui a dit, bah, écoute, tu reviens quand tu veux, la porte est ouverte. Donc, il est revenu régulièrement faire des stages, qu'on n'a jamais pu payer d'ailleurs. Voilà. Et puis maintenant, il a 19 ans, Clément. Il a 19 ans, et régulièrement, il vient nous filer un coup de main, il vient voilà, sur des spectacles, etc.